Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Merci de choisir la TV7. Au sommaire de cette édition, le Togo va très prochainement se doter d'une nouvelle université publique. La troisième, elle sera située à Dacha, dans la région des Plateaux. Nous en parlerons dans ce journal. Nous parlerons également de la caisse de retraite du Togo depuis quelques années déjà. L'institution présente une situation de déséquilibre sur le plan financier, ses recettes étant inférieures à ses dépenses. Qu'est-ce qui expliquerait cette situation? Les éléments de réponse dans un instant. Au-delà de nos frontières au Burkina Faso, le gouvernement de transition du pays a indiqué hier soir avoir déjoué une tentative de coup d'État. Plusieurs personnes ont déjà été interpellées alors que d'autres sont activement recherchées. Nous reviendrons sur la situation. Au Mali, plusieurs partis politiques se sont indignés contre la décision du report des élections présidentielles initialement prévues pour février 2024 par la junte militaire au pouvoir. Alors que d'autres parlent d'une incapacité du gouvernement de transition, certains y voient un désir de s'éterniser au pouvoir. C'est tout pour les grandes lignes de ce soir. Restez avec nous, les détails c'est tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Les choses s'annoncent bien pour l'ensemble de la population togolaise. Le gouvernement en Conseil des ministres hier a adopté un avant-projet de loi portant code de la procédure administrative. Un code qui, dans les prochains jours, promet aux citoyens togolais des interactions saines avec les différents services administratifs. D'autres détails dans ce reportage de Nadège Arlidia. Le Togo va se doter d'un code de procédure administrative. Ayant fait objet de discussion à plusieurs reprises, un avant-projet de loi sur celui-ci a été adopté en Conseil des ministres du mercredi 27 septembre. Ce code de procédure administrative, pour précision, représente en quelque sorte un instrument qui viendra veiller au respect des droits des citoyens dans leur lien avec l'administration. En d'autres termes, c'est un dispositif qui aura pour mission d'inspecter les actes des administrations nationales ainsi que des collectivités territoriales à l'égard des populations pour juger de leur légalité. Il vient en complément à une loi portant code de l'organisation judiciaire qui a été adoptée en octobre 2019. Tout comme cet avant-projet de loi, elle s'inscrivait dans une logique de modernisation de la justice nationale entamée depuis 2005. Ce qui reste à faire, c'est la soumission du dit projet aux députés pour examen. L'on retient qu'une fois votée, cette loi devra garantir aux citoyens le respect de leurs droits par les entités publiques dont la prestation de leurs services. Autre bonne nouvelle dans cette édition, celle relative au système de formation togolais. Une nouvelle université est annoncée dans la région des Plateaux, plus précisément à Dacha. Elle sera la troisième institution d'enseignement supérieur public du pays, après celle de Lomé et de Kara. Les détails de Bernard Quinvi. L'ambition du Togo de doter chaque région d'universités publiques est en train de se concrétiser. Après Lomé et Kara, Dacha, dans la préfecture de Logou, sera la troisième ville universitaire du pays. La création de cette troisième université publique a été l'objet d'un décret qui a été examiné et adopté ce mercredi en Conseil des ministres. La mise en place de cette université de Dacha permettra de favoriser l'accès des jeunes à une formation de qualité et d'accroître l'intégration des institutions dans le tissu économique, social et culturel de la région selon le gouvernement. Cette nouvelle université en vue témoigne de l'engagement du pays à offrir des opportunités éducatives à travers tout le territoire en veillant à ce que chaque région puisse bénéficier d'institutions d'enseignants de qualité. Pour rappel, en 10 ans, les deux universités publiques du pays, qui sont celles de Lomé et de Kara, ont connu une massification occasionnée par une demande sociale importante. Ainsi, le nouveau centre universitaire de Dacha contribuera à désengorger les deux autres publics déjà existants. Et la caisse de retraite du Togo présente depuis ces 3 dernières années une gestion en situation de déséquilibre sur le plan financier. Depuis 2020, cette institution prestataire des services sociaux affiche des dépenses au-delà de ses recettes. Malgré la subvention de l'État, le mal demeure. Kofi Kligé revient sur le sujet dans ce reportage. Une anomalie de gestion se fait remarquer à la caisse de retraite du Togo, CRT. D'après le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026, la situation financière de la caisse de retraite du Togo confirme un déséquilibre sur les 3 dernières années. En 2020, au moment où les recettes de la caisse affichaient 41,8 milliards de francs CFA,
Les dépenses, elles autres, affichaient 41,9 milliards de francs CFA. En 2021, les recettes de la caisse de retraite étaient de 41,5 milliards avec des dépenses qui s'élevaient à 42,1 milliards. En 2022 aussi, la caisse de retraite a mobilisé 44,5 milliards de francs CFA pour des dépenses totales de 45,6 milliards de francs CFA au cours de la même période. Les chiffres comparés prouvent clairement que la caisse de retraite du Togo a dépensé plus qu'elle n'en a eu durant les 3 dernières années. Le même document affiche dans les projections de l'année 2023 à 2026 des recettes projetées en deçà des dépenses projetées, ce qui veut dire que la caisse de retraite du Togo va encore dépenser plus qu'elle n'en aura. Cependant, le document fait remarquer que dans les rubriques évacuation sanitaire et dépenses d'investissement, la caisse de retraite du Togo n'a effectué aucune dépense en 2020, 2021 et 2022. Or, les évacuations sanitaires font partie des grosses dépenses. À quoi servent alors les contrôles périodiques physiques des pensionnés si les mêmes problèmes qu'ils sont censés régler perdurent dans le temps? Aussi, Amnesty International alerte sur les effets dévastateurs du cyberharcèlement et plaide pour la prévention. Elle souligne que l'anonymat en ligne peut entraîner des conséquences graves, ceci malgré la législation anti-harcèlement disponible au Togo. Harold Messan-Ato pour le point. Amnesty International, dans le cadre de son projet Activisme dans l'espace numérique, avec le soutien du ministère fédéral des Affaires étrangères de l'Allemagne, a récemment publié un article mettant en avant les effets dévastateurs du cyberharcèlement et les moyens de le prévenir. Le monde en ligne offre parfois un sentiment d'anonymat, poussant certaines personnes à adopter des comportements injurieux qu'elles n'auraient pas en face. L'écran crée une distance encourageant des interactions impulsives et agressives. Amnesty International souligne que ces interactions peuvent entraîner une perte de confiance en soi, de l'anxiété, voire de la dépression, avec des conséquences réelles sur la vie quotidienne des victimes. Les blessures psychologiques peuvent être tout aussi graves que les blessures physiques. Il est important de rappeler que de tels comportements sont illégaux au Togo, en vertu de la loi sur la cybersécurité qui prévoit des peines allant de 6 mois à 2 ans de prison et des amendes de 500 000 à 2 millions de francs CFA pour les actes injurieux commis en ligne. Malgré ces dispositions légales, la sensibilisation aux conséquences de nos paroles en ligne, la promotion du respect mutuel et de la compassion sont des moyens essentiels de prévention. Les écoles, les organisations et les plateformes en ligne ont également un rôle crucial à jouer pour créer un environnement en ligne plus sûr et plus respectueux pour tous. Vous le savez certainement, l'information est une puissance pour celui qui la détient, mais y avoir accès demeure un parcours de combattant, même pour les professionnels de l'information. Selon l'UNESCO, elle autonomise les individus en leur permettant une prise de décision éclairée, favorisant ainsi l'innovation et promouvant l'inclusivité et le progrès social. C'est ce que révèle le reportage qui suit. Il est signé Kofi Klégué. Il y a de cela 18 ans que les Nations Unies ont intégré le droit d'accès à l'information aux droits humains fondamentaux. Selon l'institution onusienne, le droit d'accès à l'information est un droit humain nécessaire pour la protection et la jouissance des autres droits, y compris le droit à la liberté d'expression. Reconnaissant que l'information est aussi une puissance, y avoir accès n'est pas facile, même pour les professionnels de l'information. Au Togo, la loi portant liberté d'accès à l'information et à la documentation publique a été votée depuis mars 2016. En mai 2017, le décret d'application de la dite loi a été pris, balisant ainsi la voie à un accès un peu plus facile à l'information et à la documentation publique. Cependant, les journalistes ont toujours toutes les peines pour accéder à l'information, surtout quand elle touche le domaine public. Une bonne partie d'agents publics refusent délibérément de rendre disponibles certaines informations. Même les membres du gouvernement se prêtent à ce jeu, même si le nouveau code de la presse en vigueur garantit le droit d'accès à l'information sur présentation de la carte de presse. Une autre forme de rétention d'informations est la coupure de la connexion Internet pour restreindre l'espace numérique. Selon l'UNESCO, permettre même aux citoyens lambda d'avoir accès à l'information participe à la lutte contre la corruption dans la vie publique.
Actualité au-delà de nos frontières au Burkina Faso, la junte militaire au pouvoir a annoncé hier mercredi avoir déjoué une tentative de coup d'État. Plusieurs auteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés, alors que d'autres sont encore recherchés. Le compte rendu sur la situation dans le reportage qui suit. Le gouvernement de transition au Burkina Faso a affirmé mercredi avoir déjoué la veille une tentative de coup d'État. Mardi soir, des milliers de personnes étaient descendues dans les rues de la capitale Ouagadougou à l'appel de soutien du capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un putsch il y a un an. À toute la jeunesse africaine et burkinabé, c'est votre avenir qui est en jeu. Ne dormez pas, sortez dans tous les quatre côtés du Burkina Faso, barrez toutes les voies, prenez des pilets, barrez toutes les voies, ne dormez pas, cette nuit-là ne dormez pas. La justice militaire du pays a annoncé l'interpellation de 4 officiers, soupçonnés d'être impliqués dans ce qu'elle décrit comme un complot contre la sûreté de l'État. Et au Mali, la décision du gouvernement de transition faisant cas d'un report des élections présidentielles initialement prévues pour février 2024 ne fait pas l'unanimité. Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, a dénoncé mercredi dans un communiqué cette décision unilatérale et affirmé l'impérieuse exigence de respecter les engagements de la part de la junte. D'autres partis se sont également élevés depuis lundi contre le report et la Ligue démocratique du changement a dit sa grosse déception. Elle désapprouve et condamne sans équivoque cette tentative de prise en otage et la démocratie malienne. Le parti Yelema a protesté également contre le fait que le report n'ait fait l'objet d'aucune discussion. Il insiste sur le manque d'anticipation, l'incompétence des autorités et leur refus d'honorer leur engagement. Pour le parrainage, l'organisation d'élections est une question de volonté publique et certaines des raisons techniques évoquées pour justifier ce report pourraient être évitées. Il exhorte ainsi le gouvernement à éviter les méthodes solitaires et unilatérales. Quittons le Mali pour nous intéresser à une autre actualité, celle au Gabon. Le nouveau premier ministre du gouvernement de transition nommé à la suite du coup d'État ayant renversé Ali Bongo a lancé un appel à la communauté gabonaise ce mercredi. Il a invité les différents acteurs du pays à contribuer à la tenue prochaine d'un dialogue national. Le compte rendu de son intervention dans le reportage qui suit. Près d'un mois après un coup d'État qui a chassé du pouvoir Ali Bongo Ondimba, qui dirigeait le Gabon depuis 14 ans, Raymond Ndongsima a annoncé mercredi à Libreville le lancement d'un appel à contribution la semaine prochaine auprès de toutes les catégories de la population, prélude à l'organisation d'un dialogue national qu'il souhaite voir se tenir entre avril et juin. Tout le monde a quelque chose à dire. Les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les gens dans les cités, les gens dans les villes, les gens dans les villages. Tout le monde a une opinion et c'est normal. Donc, à partir de la semaine prochaine, je vais faire un appel à contribution. Le 30 août, l'armée avait renversé Ali Bongo, réélu au terme d'une élection jugée frauduleuse par les militaires et l'opposition. Le général Brice Oligui Nguema, proclamé président de la transition, a aussitôt promis de rendre le pouvoir aux civils par des élections au terme d'une période dont il n'a pas annoncé la durée. Pourquoi avons-nous un temps limité pour faire ça? Parce que nous ne pouvons pas nous éterniser dans une situation de transition avec un commandement militaire. Nous sommes une société civile. Nous appartenons à des instances. Et nous devons respecter les clauses de ces instances. De retour de l'ONU, où il a décrit le coup d'État du 30 août comme un moindre mal pour éviter un embrasement, Raymond Ndongsima a estimé qu'il faudra au maximum de 60 jours aux citoyens pour rédiger des propositions sérieuses. Il espère proposer un document de synthèse de ce dialogue national fin janvier. Tout autre sujet dans cette édition, les autorités namibiennes ont décidé de suspendre, et ce jusqu'à nouvel ordre, les importations de poulets et des œufs en provenance de l'Afrique du Sud. Une décision qui fait suite à l'augmentation des cas de grippe aviaire observée dans le pays voisin. La Namibie a suspendu l'importation de poulets et œufs en provenance de son voisin sud-africain, en proie à la plus grave épisodie de grippe aviaire de son histoire. Cette décision avec effet immédiat intervient après une augmentation alarmante de cas de grippe aviaire hautement pathogène.
L'importation et le transit de poulets vivants, de viande de volaille, d'œufs ainsi que de poussins en provenance d'Afrique du Sud seront suspendus jusqu'à nouvel ordre selon le ministère de l'Agriculture de ce pays d'Afrique australe. L'Afrique du Sud, l'un des principaux producteurs de volailles du continent, a signalé les premiers cas de grippe aviaire dans des élevages en avril. En raison de sa proximité, le pays était le fournisseur majeur de la Namibie en matière de poulet, mais Windhoek importe également des volailles d'Europe et d'Amérique du Sud. La semaine dernière, les éleveurs de volailles sud-africains avaient mis en garde contre la menace d'une pénurie de poulets dans les prochains mois en raison de cette épizootie. Le plus gros producteur du pays astral avait aussi annoncé que le marché souffrait déjà d'une pénurie d'œufs. On vous en parlait hier, la Confédération africaine de football a officiellement déclaré le Maroc comme pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, une toute première organisation pour le royaume chérifien depuis 1988 qui ravit en tout cas l'ensemble de la population marocaine. Le Maroc a été désigné pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Cette décision de la Confédération africaine de football a ravi les Marocains qui ont accueilli la nouvelle avec un sentiment de fierté et d'espoir pour les jeunes générations de footballeurs du pays. À proximité de la ville de Salé, Leïla Taoussi est venue encourager son fils qui joue dans un club local. Ça va faire connaître le Maroc, ça va faire connaître aussi le football marocain. Nous allons recevoir des équipes de différents pays et c'est vrai, ça motive même les enfants. Moi, mon enfant, par exemple, il commence à s'intéresser au foot juste après la participation du Maroc au mondial de Qatar. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle. Le Maroc va organiser une Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 1988. Le royaume avait été désigné en 2015 avant de demander un report à cause de la propagation du virus Ebola, bien que la CAF ait ensuite décidé de retirer les droits d'organisation à la nation nord-africaine. Comme tous les Marocains, nous attendions cette nouvelle tant espérée, vu le travail du président de la fédération, Fawzi Lekja, et aussi de Sa Majesté le roi Mohamed VI, mais aussi au vu des infrastructures dont dispose le Maroc. Cela permet au pays d'accueillir ce genre de grande compétition. Nous espérons que ce sera une bonne occasion pour nous de remporter cette coupe que nous n'avons pas gagnée depuis 1976. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a affirmé mercredi au Caire que le fait de confier au Maroc à l'unanimité l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est destiné à soutenir le Maroc dans sa candidature à la Coupe du Monde 2030, conjointement avec l'Espagne et le Portugal. Et cette ambiance de joie collective est également observée en Tanzanie. Cette dernière a été également retenue aux côtés du Kenya et de l'Ouganda pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Le compte rendu. La Confédération africaine de football, la CAF, a attribué la Coupe du Monde d'Afrique des Nations de 2027 pour la première fois à 3 pays différents, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Les habitants de la capitale tanzanienne Dar es Salaam saluent la grande opportunité qui s'offre à leur pays en étant co-organisateurs de cet événement continental majeur. C'est une excellente nouvelle pour nous que la Tanzanie fasse partie des pays hôtes. Grâce à d'autres équipes, l'équipe nationale tanzanienne apprendra beaucoup de cette expérience et finira par grandir. Je suis tellement heureux car c'est une énorme opportunité pour nos pays d'Afrique de l'Est. Une opportunité que nous n'avons jamais eue auparavant. Nous avons été mis de côté longtemps dans le football. 51 ans plus tard, le plus grand événement sportif sur le sol africain revient en Afrique de l'Est, après l'édition de 1976 qui avait eu lieu en Éthiopie. Point final donc à cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles aux différents programmes de la TV7. Retrouvez demain Nadège Arlidja. D'ici là, bonne suite de soirée et portez-vous bien.